Quelle est la situation de la France à la veille de la Révolution française de 1789? La société de la fin du XVIIIe siècle est un héritage de la société féodale. En effet, comme au Moyen Âge, la société est divisée en trois ordres. Il y a ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Mais ces ordres, qui semblaient assez logiques au Moyen Âge, vont être remis en cause pendant cette période du XVIIIe siècle, avec notamment la philosophie des Lumières, qui se demande s'il y a une vraie légitimité à ce que certains naissent avec tout et d'autres avec rien. Sur cette caricature, on peut voir le clergé, anciennement ceux qui priaient, la noblesse, ceux qui combattaient, et le tiers-état. Le tiers-état soutient le clergé et la noblesse. En effet, c'est sur le tiers-état que pèsent tous les impôts. Et donc c'est le tiers-état qui est composé des paysans, mais également des artisans et des bourgeois. Donc ce sont ces membres du tiers-état qui payent des impôts pour pouvoir entretenir le clergé qui s'est fortement enrichi et dont certains membres du haut clergé ne font même plus la messe, et la noblesse qui finalement a déserté les premières places sur les champs de bataille puisqu'ils vont engager des mercenaires payés parmi le tiers-état pour les remplacer. Ils ne sont plus que chefs dans ces armées et donc prennent assez peu de risques. De plus, la noblesse et le clergé ont un certain nombre de privilèges, comme par exemple celui de la chasse, qui pose aussi problème au tiers-état. En effet, le tiers-état, alors qu'il doit tout donner au clergé et à la noblesse, n'a pas le droit de se défendre contre certains agresseurs, comme les lapins ou les oiseaux, qui peuvent détruire leur récolte. Donc il y a de nouvelles idées qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, qu'on peut voir par la phrase qui est inscrite en dessous cette caricature, à savoir « Ah, faut espérer que ce jeu-là finira bientôt ». Autrement dit, les gens sont exaspérés de la situation, puisque ceux qui payent sont ceux qui n'ont aucun droit. La France a également participé à la guerre d'indépendance américaine. Les Américains se sont révoltés contre l'Angleterre afin d'acquérir leur indépendance. La déclaration d'indépendance donne un certain nombre de règles, de droits humains, qui vont ensuite être pris par la Révolution française. Donc, Louis XVI a énormément endetté le pays, il a vidé ses caisses pour aider les Américains à atteindre un idéal que lui-même ne respecte pas dans son pays. Face à ces graves difficultés financières, Louis XVI va décider de convoquer les États généraux. Les États généraux ont été convoqués plusieurs fois en France, bien avant la Révolution française. On faisait ça dès qu'on voulait faire passer une loi qui n'était pas forcément populaire auprès des parlements. Donc, dans sa lettre, le roi dit « Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relatives à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité du royaume. Et pour cet effet, vous mandons et enjoignons, vous ayez à convoquer et assembler en notre ville tous ceux des trois États pour conférer et communiquer ensemble tant des remontrances, des plaintes et doléances que des moyens et avis qu'ils auront à proposer. » Donc si le roi convoque ces États généraux, c'est avant tout pour trouver de nouveaux revenus, parce que l'état des finances est vraiment catastrophique. Mais ce qui va retenir l'attention du peuple, c'est qu'on va lui demander de donner son avis, de faire des remontrances, des plaintes, des doléances. D'ailleurs, chaque commune va écrire un cahier de doléances dans lequel il sera consigné tout ce que les gens veulent changer dans la société. Si on regarde ces cahiers de doléances, on peut voir que ce qui intéresse surtout les Français, ce sont les impôts qui nous surchargent, car la répartition est mal faite. Ceux qui ont le plus, autrement dit la noblesse et le clergé, ne payent presque rien, et le peuple paye tout et plus qu'il ne doit.
Dans le deuxième extrait, on voit que tous les abus qui existent en France, le plus affligeant pour le peuple, donc le plus pénible, c'est la richesse immense et l'oisiveté, autrement dit le fait de ne rien faire, les exemptions et le luxe inouï du haut clergé. Ces richesses sont composées en grande partie de la sueur des peuples, sur lesquels le clergé perçoit un impôt affreux sous le nom de dîme. En effet, le peuple doit verser au clergé 1/10 de tout ce qu'il récolte. De tout l'argent qu'il peut gagner, il doit en verser 1/10 pour le clergé. Et cet impôt sert au haut clergé, donc les cardinaux, les évêques, qui sont issus de familles nobles, à s'enrichir encore plus et à vivre dans un luxe qui est franchement indécent dans cette période de disette. Dans le dernier cahier, on peut lire « La noblesse jouit de tout, possède tout, et voudrait s'affranchir de tout. Cependant, si la noblesse commande les armées, c'est le tiers-état qui les compose. La noblesse vide le trésor royal, le tiers-état le remplit. Enfin, le tiers-état paie tout et ne jouit de rien. » Donc, on reproche à la noblesse de ne plus se battre parce qu'ils commandent les armées. En fait, les commandants des armées à cette époque prennent très peu de risques puisqu'ils restent en arrière et se contentent à donner leurs ordres aux soldats qui sont composés pour la plupart du temps du tiers-état. Armés de tous ces cahiers de doléances, les représentants de chaque ordre vont se réunir à Versailles. Donc le 5 mai 1789, Louis XVI ouvre les États généraux. On peut voir sur ce tableau les représentants du clergé, les représentants de la noblesse et enfin les représentants du tiers-état. Ils sont plus nombreux, mais ils ne représentent qu'une seule voix. Autrement dit, dans toutes les décisions qui seront prises, l'ensemble des représentants du clergé ne représente qu'une voix tous ensemble, la noblesse représente une voix, et le tiers-état, même s'ils sont 2 fois plus nombreux à pouvoir parler, en fait ne représente qu'une voix. Donc il y a 2 voix pour les privilégiés et une seule voix pour le tiers-état. Dès le départ, cet état de fait va provoquer une petite révolte.